Bonjour. En guise d'introduction au management, nous pouvons dire que le management est une pratique ancienne, car déjà au Moyen Âge, des manufactures d'envergure internationale existaient en Europe, notamment en Flandre et en Italie. Mais l'acception actuelle, ou le sens actuel du terme manager, n'est apparu que vers 1868. Et selon certains, le terme management dérivé de l'italien maneggiare, qui signifie manier ou conduire. Pour d'autres, il dérivait du français ménagement, qui jusqu'au XVIIIe siècle était attribué à la personne qui est responsable de quelque chose, mais dont elle n'est pas propriétaire. D'autres, enfin, ils prêtaient le terme manager à l'anglais, to manage, qui signifie diriger, mener, maîtriser, conduire. Mais il faut attendre le début du XXe siècle pour que le management, sous la houlette de Frederick Winslow Taylor, le management a pris toutes ses lettres de noblesse. Et Frederick Taylor, c'est le précurseur du management moderne. En effet, il était le premier à analyser le management dans sa forme actuelle, notamment à travers son livre The Principles of Scientific Management, paru en 1911, et dans lequel il a jeté les bases de la gestion scientifique. En même temps, et durant la même époque, un autre ingénieur, celui-là français, Frederick Taylor est américain, Fayol, a établi, lui, les principes ou les bases de la théorie administrative. En effet, pour Taylor, le management, il s'exerce au niveau de la production. Comment améliorer la productivité des individus pour atteindre une plus grande efficacité. Alors que Fayol, il a généralisé la rationalité à toutes les fonctions de l'entreprise, et notamment au niveau de la direction. Et Fayol, justement, a établi un certain nombre de principes ou de tâches qui sont les tâches actuelles d'un manager dont la première tâche est la prévision. Le manager doit prévoir les buts et les objectifs
de l'entreprise, alors le but, c'est un énoncé général, une vision à long terme. Exemple, devenir leader sur le marché. Ça, c'est un but. Donc, c'est un but général, ou c'est un énoncé général. Alors que l'objectif, c'est un moyen qui comporte des éléments quantitatifs de précision pour mesurer les progrès accomplis. Le but, il n'est pas précis, quantifié. Nous voulons devenir leader sur le marché, le plus important sur le marché. Alors, comment le quantifier, comment le préciser? On le précise par des objectifs, qui est un énoncé plus concret, plus mesurable. Et si tous les objectifs sont réalisés, le but est atteint. Après la prévision, il y a l'organisation. Donc l'organisation, c'est comment organiser les moyens et les méthodes, mettre en œuvre un certain nombre de moyens, les méthodes et les organiser pour atteindre ces objectifs. C'est bien de fixer des buts, mais encore faut-il s'organiser. Sinon, on ne peut pas atteindre ces objectifs et ces buts. Le troisième point ou tâche du manager, c'est commander, c'est-à-dire prendre des décisions, donner des ordres pour permettre aux individus d'atteindre ces buts. S'il n'y a pas de commandement, même si on a fixé des buts et on a organisé les moyens, s'il n'y a pas un commandement qui pousse les individus à travailler, les buts ne peuvent pas être atteints. Quatrième tâche, c'est la coordination. La coordination, c'est-à-dire comment assurer une cohérence entre les différentes parties qui travaillent. Sinon, chaque partie va travailler dans un sens qui peut être différent de l'autre et par conséquent, le résultat final ne peut pas être atteint. Donc, la coordination de toutes les actions qui permettent d'atteindre ces buts. La cinquième tâche, c'est le contrôle. Et le contrôle, c'est le moyen qui permet de vérifier si les résultats atteints sont identiques, sont conformes aux objectifs fixés. C'est grâce au contrôle qu'on peut apprécier
si on était efficace dans notre travail ou non. On ne peut, même si on prévoit, on organise, on commande et on contrôle et on coordonne, si on ne contrôle pas, on ne sait pas où on est. Donc voilà les 5 fondements du management. 5 tâches qu'accomplit un manager durant tout son travail. Alors, qu'est-ce que c'est finalement le management? Il y a plusieurs définitions, et parmi lesquelles il y a celle de Thomas Thomson Patterson, qui dans son ouvrage Théorie du management, édité en 1969, définit le management comme étant la mise en œuvre et la coordination. Voilà un terme qu'on trouve maintenant parmi les tâches du manager, la coordination des fonctions et des personnes qui remplissent ces fonctions pour atteindre un but. Mettre en œuvre, c'est utiliser, employer. Donc c'est l'utilisation ou l'emploi ou la mise en place des fonctions et la coordination de ces fonctions et des personnes également qui remplissent ces fonctions, c'est-à-dire qui utilisent ces fonctions, qui opèrent au sein des fonctions pour atteindre un but. Et on peut dire que la fonction, c'est un ensemble d'activités de même nature qui sont centrées sur l'exercice d'un ou de plusieurs techniques pour atteindre une partie des objectifs de l'entreprise. Donc la fonction, elle permet justement de mettre en œuvre un certain nombre de techniques. Et elle permet de coordonner un certain nombre d'activités, d'actions qui sont de même nature. Si on prend par exemple la fonction commerciale qui assure la vente des produits finis d'une entreprise. On sait que dans une entreprise de transformation, donc elle achète la matière première, elle la transforme et elle la vend. La vente des produits finis. Ce sont les produits finis destinés à la consommation ou à l'utilisation. Donc la fonction commerciale, elle s'occupe de la vente des produits finis de l'entreprise. Ces produits ou cette fonction, elle reçoit les commandes, elle prépare ses commandes du client, elle lui vend, il lui achemine le produit, sa commande. Donc, elle reçoit les commandes, elle exécute une commande, elle a une force de vente, un ensemble de vendeurs qui vendent les produits. Ce sont tous des activités. Ces activités sont complémentaires et sont de même nature. Elles concourent toutes, permettent toutes de vendre le produit. Donc ce sont des activités de même nature qui sont centrées sur un certain nombre de techniques, l'utilisation d'un certain nombre de techniques.
les techniques de vente, de négociation, etc. Donc, pour vendre un produit, pour réaliser les objectifs de l'entreprise qui sont la vente. Donc, la fonction, donc, c'est, elle remplit, elle réunit ces différentes activités. Alors, le management, dans ces conditions, est-ce que c'est un art ou une science ou un métier? Donc, le management, c'est d'abord un art parce qu'il fait appel à des qualités intuitives, à des qualités innées, nées. On dit une qualité innée, c'est-à-dire née avec la personne, liée à la personne, à des qualités personnelles, subjectives. Donc, c'est pour cela que le management, il fait appel à l'intuition, aux qualités intuitives, c'est-à-dire à la capacité à deviner, au pressentiment. Il fait appel également à la subjectivité. Et cette subjectivité, pourquoi subjective? Parce qu'elle varie d'une personne à une autre, selon le sentiment, selon les habitudes de chacun. Donc, il n'est pas objective, mais elle varie. Chacun la conçoit selon sa disposition actuelle du moment. Il exige également de l'habileté, c'est-à-dire il est adroit, il est ingénieux, l'ingéniosité, la ruse parfois. Donc, le manager, il a cette capacité d'adresse, il est adroit. Également, il exige du bon sens, qui est la capacité de distinguer le vrai du faux. Il peut agir raisonnablement. Le management est un art, certes, mais également une science. C'est-à-dire, il requiert, il demande la maîtrise de plusieurs disciplines, quoique ce n'est pas une science exacte, comme la physique, comme les mathématiques. Mais il fait appel à ces disciplines. Il demande les mathématiques, il exige les mathématiques, le calcul, il exige les statistiques, il exige les techniques quantitatives de gestion, la comptabilité par exemple. Mais étant une science non exacte, il exige de la psychologie, c'est-à-dire il étudie les sentiments des autres. Il cherche, il agit, il étudie pour agir sur les sentiments des autres, pour pouvoir vendre. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que le client attend, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, etc. Donc, pour lui offrir un produit. Donc, il agit sur la psychologie. Il agit sur la sociologie également. Il utilise la sociologie pour étudier le comportement particulier des clients, pour étudier les phénomènes sociaux qui lui permettent de vendre ses produits. Il fait appel également aux sciences humaines. Donc, ce n'est pas une science, c'est une science, mais ce n'est pas une science exacte, qu'elle utilise aussi bien les sciences exactes que les sciences sociales.
c'est enfin un métier. C'est un métier, c'est-à-dire une pratique qui regroupe un ensemble de savoirs faire et de savoir-être également. Donc il fait appel à toutes ces savoirs, je dirais. Le savoir-faire, c'est-à-dire les compétences qui sont acquises par l'expérience. À force de travailler, on acquiert beaucoup d'expérience. Donc ça devient des savoir-faire, des habiletés manuelles ou intellectuelles acquises au cours des années. À force de forger, on devient forgeron, hein, dit le proverbe. Donc, par l'expérience, par l'apprentissage, dans un domaine donné, on acquiert de la dextérité, on acquiert un certain nombre de techniques, des habiletés, ce qu'on appelle les savoir-faire. Alors que les savoirs sont les connaissances. Le savoir-être, justement, c'est la capacité à produire des actions et des réactions adaptées à chaque situation. Comment se comporter, comment réagir devant un problème. Comment s'adapter à des situations variées qui s'opposent. C'est la posture. Comment ajuster ses comportements en fonction des caractéristiques de l'environnement, en fonction des enjeux, des problèmes de la situation, en fonction du type de la personne avec laquelle on discute, on négocie, ce qu'on appelle le partenaire ou l'interlocuteur. Donc, ce sont des acquis également qu'on acquiert, mais sur la personne, hein, pour forger sa personnalité. Et le manager est là. Il dispose de ses savoir-faire et de ses savoir-être. Mais, en tant que métier, le management c'était un métier un peu, je dirais, particulier. D'abord, c'est un métier qui s'exerce avec d'autres personnes et auprès d'autres personnes, notamment les collaborateurs, les supérieurs hiérarchiques, les collègues au travail, etc. Donc ce n'est pas un métier solitaire. Contrairement aux autres métiers, c'est un métier comme par exemple le plombier, l'électricien. Donc, il ne s'exerce pas une seule personne, mais celui-là est un métier non solitaire, qui existe avec d'autres personnes, en groupe. Il n'est pas solitaire. Et en étant un métier qui s'exerce avec d'autres personnes et auprès d'autres personnes, il s'apprend sur le terrain. Donc, l'avantage de toute formation en management, bien sûr, est de prendre conscience de la pratique. Donc, l'étude du management, c'est de prendre conscience de l'importance du management pour développer une entreprise, mais également de gagner en technicité et en savoir-faire relationnel. Mais il ne peut en aucun cas remplacer la pratique et l'exercice sur le terrain. Elle est fondamentale.
Alors, en parlant du management, il s'exerce sur une entreprise et sur une gestion, justement, comment gérer l'entreprise. La gestion de l'entreprise est l'ensemble des techniques et des méthodes utilisées pour optimiser les ressources dans le cadre d'une politique afin de réaliser les objectifs de l'organisation. Et ici, on va faire un certain lien, une différence entre le management et la gestion. On parle de management de l'entreprise, de gestion de l'entreprise. Donc la gestion, c'est l'utilisation des techniques, des méthodes pour optimiser l'emploi des ressources. Quand on parle de ressources, ce sont les ressources de l'entreprise, hein, le capital, les individus, on appelle le personnel, les matières, ce qu'on appelle des ressources. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, ressources en information. Donc, les ressources informationnelles. Et ceci, donc, c'est l'utilisation des méthodiques de ces techniques et leur emploi d'une manière optimale. Optimiser, c'est-à-dire obtenir la plus grande efficacité possible. On est rationnel ou on est productif. Alors, dans ces conditions, il ne faut pas confondre management avec administration et management avec gestion. Donc, l'administration, ou le management plutôt, c'est la mise en œuvre et la coordination des fonctions et des personnes qui remplissent ces fonctions pour atteindre un but donné. Nous l'avons vu tout à l'heure. Alors que la gestion, on vient de le voir, c'est l'ensemble des techniques et des méthodes utilisées. Si on voit dans le management, on voit la coordination des fonctions et les personnes qui remplissent ces fonctions. Comment coordonner entre l'ensemble. Alors que la gestion est l'utilisation des techniques. Autrement dit, la gestion est la mise en évidence d'une solution, d'un problème dans l'exercice de la fonction au jour le jour. Le gestionnaire, il obéit à des règles de jeu. Le gestionnaire opère dans le champ du quantitatif. C'est pour cela qu'il utilise des techniques et des méthodes pour optimiser. Donc, le gestionnaire, il prend toutes les décisions pour réaliser un objectif qui a été fixé par le manager. Donc, sa tâche consiste à optimiser les ressources, l'utilisation des ressources, et atteindre le résultat
dans le cadre d'une plus grande efficacité possible. Efficacité, c'est-à-dire que le résultat divisé par les moyens est supérieur à 1. Le résultat est supérieur aux moyens utilisés. Le résultat atteint est supérieur aux moyens utilisés. Donc, la gestion, c'est-à-dire ce sont l'ensemble des techniques utilisées, mais dans le cadre de ce qu'on appelle les règles du jeu qui sont fixées. Exemple. Le manager fixe l'augmentation du chiffre d'affaires, du montant des ventes, à 20% par année. Donc, voilà les règles du jeu, 20%. Maintenant, c'est au gestionnaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ces 20%. Donc, le manager fixe les règles du jeu, le gestionnaire exécute et prend toutes les décisions et prend toutes les solutions possibles en respectant les règles du jeu. Il obéit à des règles du jeu. La baisse des ventes, la hausse des coûts de production, donc tout ce qui est quantitatif, alors que le manager, il opère dans le domaine de l'anticipation, de l'imagination. Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est un art, le management. Donc, il imagine celui qui réfléchit sur le devenir de son entreprise à long terme. Donc, à long terme, le long terme, il y a trois concepts. Le long terme, le moyen terme et le court terme. Tout ce qui est inférieur à une année, on peut l'appeler court terme. Ce sont les actions qui sont prises en moins d'une année. Le moyen terme, ce sont toutes les décisions ou les prévisions prises dans le cadre entre une année et 5 ans. Et plus de 5 ans, c'est le long terme. Donc le management, il opère dans le domaine de l'imagination, de l'anticipation, du créatif, de l'intuitif, de l'affectif et du qualitatif, alors que le gestionnaire, il opère dans le cadre du quantitatif. C'est pour cela qu'il utilise des techniques. Donc, alors que le manager, il se trouve en dehors des règles du jeu. Parce qu'il opère dans l'imaginatif, dans le créatif. La différence également à faire entre le management qui sort du quantitatif et de l'administrateur ou l'administration. Car l'administration, c'est l'exécution des tâches techniques routinières qui découlent des procédures formalisées, réglementaires. Alors, nous avons vu tout à l'heure le gestionnaire. Et la gestion, c'est l'utilisation d'un certain nombre de techniques. Mais ces techniques utilisées par le gestionnaire ne sont pas routinières, parce que dans le cadre de son travail, lui aussi, il affronte des problèmes. Mais des problèmes qu'il peut résoudre grâce à des techniques, mais des problèmes variés. Alors que l'administrateur, lui, les tâches sont routinières, qui se répètent. Des tâches qui se répètent au jour le jour, continuellement.
Si vous rentrez par exemple dans le cadre de service scolarité, vous allez trouver quand vous demandez une attestation de réussite ou un bulletin ou un relevé de notes, il vous demande, voilà les pièces que vous devez faire. Donc ce sont des tâches de routine. Il ne peut pas sortir des tâches de routine. Et je souligne le terme routine. Ce sont des procédures formalisées, qui sont écrites, réglementaires, fixées, et ne changent pas. Lui, il est là pour les exécuter. Par contre, le manager, il affronte des problèmes nouveaux et il utilise un certain nombre de techniques pour affronter ces problèmes nouveaux qui arrivent au jour le jour, des problèmes quantitatifs. Par contre, je répète, l'administrateur, ce sont des tâches routinières qui se répètent durant toute sa vie administrative, s'il est toujours dans le même poste. Par contre, le manager, il exige, ou le management exige du manager d'affronter des situations imprévues, par hasard, fortuites, d'affronter les risques, d'affronter les changements possibles. L'administrateur n'affronte aucun risque parce que tous les problèmes sont formalisés, écrits, il les répète, il les exécute. Le gestionnaire, lui, il affronte également des problèmes, mais des problèmes d'ordre quantitatif, il a des techniques pour les résoudre. Ce ne sont pas des tâches routinières chez le gestionnaire, il n'a pas de tâches routinières. Mais lui aussi, il innove, mais dans le cadre de règles du jeu, dans le cadre des limites pour optimiser les ressources dont il dispose. Donc, si nous reprenons les 5 tâches du manager, décrites par Fayol, on trouve les buts de prévision, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Alors, comment pour organiser justement, c'est d'abord, cette organisation comprend 2 éléments. D'abord, l'organisation, c'est l'action d'organiser, c'est-à-dire élaborer et mettre en œuvre, utiliser des règles de fonctionnement par lesquelles un groupement humain agence ou structure les moyens dont il dispose pour parvenir à ses fins. Donc, nous avons vu, parmi les tâches du manager, c'est l'organisation. Car il ne peut pas atteindre ses buts sans qu'il y ait une certaine organisation. C'est-à-dire la mise en œuvre, il utilise un certain nombre de règles pour fonctionner. Et ces règles permettent aux collaborateurs avec qui il travaille d'agencer ou de structurer, d'organiser, d'arranger les moyens pour réaliser ces fins. On dit fin ou finalité. Finalité, c'est-à-dire les moyens, ou plutôt c'est quelque chose qu'on peut atteindre. C'est un ensemble abstrait, idéal, qui n'est pas toujours accessible. On dit une fin. Une fin, ce n'est pas la fin. Une fin, on peut dire
on dirait une fin ou une finalité. Une fin ou une finalité. Donc c'est un ensemble idéal. Ce qu'on souhaite, l'idéal pour nous d'atteindre, qui n'est pas toujours accessible. Hein. L'idéal, c'est quelque chose à laquelle on aspire, qu'on peut réaliser ou qu'on ne peut pas réaliser. On appelle ça une finalité. Par exemple, devenir riche est une finalité. L'INDH ou l'Initiative nationale de développement humain, sa finalité est la résorption de la pauvreté et de la précarité. C'est une finalité. Donc c'est un ensemble idéal qui n'est pas toujours accessible, de valeurs qui donnent une ligne directrice au projet. Vous avez un projet, vous voulez devenir riche. Voilà votre projet. C'est une finalité à laquelle vous pouvez atteindre ou en partie ou pas du tout. Ce qu'on appelle la finalité. Donc, si on veut faire une différence entre parenthèses, hein, j'ouvre une parenthèse pour mettre un lien entre qu'est-ce que c'est qu'une finalité, quelle est la différence entre finalité, but et objectif. On peut dire que l'un découle de l'autre. Si les objectifs sont atteints, le but est atteint. Si les buts sont atteints, la finalité est atteinte. On part du moins précis au plus précis. On commence par une finalité. Et puis on fixe des objectifs, plutôt des buts. Et pour atteindre ces buts, on fixe des objectifs. Donc on part du moins précis au plus précis. Et du plus abstrait au plus concret. On peut également dire que on pourrait dire que chacun de ces termes est la conséquence du suivant. On fixe des objectifs et on atteint une conséquence, c'est le but. Et on fixe des buts, des finalités. Il s'agit plutôt de paliers. Ce sont des paliers qui mènent de l'idéal au moyen de l'atteindre. Par exemple, fonder une famille est une finalité. Donc, ou plutôt devenir riche est une finalité. Pour devenir riche, il faut gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est un but. C'est un énoncé général, une vision à long terme, ce qu'on désire atteindre concrètement, à plus ou moins long terme. La finalité est de devenir riche, le but, c'est de gagner beaucoup d'argent. Et pour atteindre ce but, on se fixe des objectifs. Donc l'objectif, c'est un énoncé en termes plus ou moins précis, quantifiable. L'objectif précise le but dont il découle. Et donc, pour devenir riche, finalité, il faut gagner beaucoup d'argent, but, et pour gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer des objectifs, c'est-à-dire de trouver un travail rémunéré, lucratif. Voilà un objectif. Donc, il comporte des éléments quantitatifs de précision. Donc, je ferme la parenthèse pour faire cette différence entre finalité, but et objectif. Donc, je dirais
que d'abord, le terme organisation, il comprend deux éléments. D'abord, l'action d'organiser, donc, qui consiste à élaborer et mettre en œuvre des règles de fonctionnement pour ranger, arranger, agencer ou structurer les moyens dont on dispose, et il comporte également le résultat de l'action d'organisation. Donc, deux significations. Car on juge la qualité de l'organisation. Par exemple, on dit une entreprise est bien organisée. C'est la conséquence. C'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de l'agencement des groupements humains ou des moyens dont on dispose. On a agencé, on a arrangé, on a regroupé d'une façon rationnelle nos ressources et on est devenu bien organisé. C'est en même temps donc l'action d'organiser et le résultat de l'organisation. On peut dire, ça c'est le verbe organiser qu'on vient de voir. Maintenant, l'organisation est là à un autre sens. On dit une organisation, la faculté est une organisation. L'entreprise est une organisation. Un club sportif est une organisation, c'est-à-dire un groupement humain qui coordonne ses activités. Regardez le premier volet, hein, organiser, le premier volet du terme du verbe organiser. C'est l'action d'organiser. Donc, il coordonne ses activités pour atteindre ce but qu'il s'est fixé. Donc, on appelle ça une organisation. Une entreprise est une organisation dans laquelle le groupement humain coordonne ses activités pour devenir bien organisé. On appelle ça une organisation. L'entreprise est une organisation. Un hôpital est une organisation. Une association est une organisation. Là où vous trouvez des personnes réunies qui coordonnent leur activité, leurs ressources, pour atteindre un objectif, un but, on dit un but, donc on appelle ça une organisation. Et vous allez trouver dans cette organisation toutes les cinq tâches que nous venons de voir. La prévision, on trouve, elle prévoit, elle coordonne, elle organise, elle commande et elle contrôle. Parce qu'on appelle ça une organisation. Et l'entreprise est une organisation. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que l'entreprise? L'entreprise, donc, on peut la définir de deux manières. Au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. Alors, qu'est-ce que c'est que la macroéconomie? C'est une approche théorique qui étudie l'économie à travers les relations entre les grands agrégats, c'est-à-dire les grandeurs, les indicateurs de mesure d'une activité. On dit que c'est une approche théorique, elle étudie l'économie à travers ces grands agrégats. Par exemple, le revenu, l'épargne, le chômage, l'investissement,
le produit intérieur brut. Donc on le dit, ce sont des grands agrégats, hein, c'est-à-dire les grandeurs, les grands indicateurs de mesure d'une activité. Un agrégat est un assemblage de parties. Les grands agrégats, c'est-à-dire les grands indicateurs dans une économie d'un pays. Donc, au niveau macroéconomique, l'entreprise est un agent économique, producteur et distributeur de richesses. Un agent économique, c'est-à-dire ce qui peut être une personne physique ou morale, ou un groupe de personnes qui constituent un centre de décision. Exemple, le ménage. Le ménage, c'est-à-dire une famille où il y a un homme, une femme et des enfants, ou un homme tout seul, lorsqu'il est seul, donc une femme avec ses enfants, on appelle ça un ménage. En économie, hein, pas une famille, on appelle un ménage. Celui qui prend des décisions, qui a un revenu, qui prend des décisions pour acheter, pour vendre, etc. Donc, il prend des décisions. Donc, c'est une personne physique, comme vous et moi, ou morale, c'est-à-dire une société, ou un groupe de personnes qui constituent un centre de décision. L'administration publique est un ménage, l'entreprise est un ménage. Donc, un agent producteur et distributeur de richesses pour satisfaire des besoins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Un besoin, c'est quelque chose qui manque, qui manque à la personne et dont la présence est indispensable à la vie. Le besoin, il naît, le verbe naître, il naît d'un sentiment de manque. Il naît d'un sentiment de manque lié à la nature humaine. Le besoin de manger, le besoin de se vêtir, hein, le besoin d'avoir une maison, un abri. Donc, c'est un besoin. C'est un sentiment de manque. Né de lié à la nature humaine. Au niveau microéconomique, cette fois, la microéconomie, contrairement à la macroéconomie qui étudie les agrégats, les grands agrégats, la microéconomie, c'est la branche de la science économique. C'est une autre branche. Hein. L'économie est composée de macroéconomie, microéconomie. Donc la microéconomie, c'est la branche de la science économique qui étudie non pas les grands agrégats, comme la macro, mais elle étudie les comportements individuels des agents économiques. Une personne individuelle, il veut acheter, il a un revenu, il veut les dépenser. Donc, comment il va se comporter pour acheter, pour vendre, pour consommer. Donc, c'est la microéconomie qui étudie ces comportements-là. Par contre, la macroéconomie l'étudie au niveau de l'État. Hein, les grands agrégats. Exemple, au niveau des entreprises, on étudie chaque année, par le biais de la comptabilité entre autres, si l'entreprise dégage des bénéfices ou des pertes, ce qu'on appelle des valeurs ajoutées, des bénéfices ou des pertes. Alors, l'ensemble de ces valeurs ajoutées constitue le produit intérieur brut. Donc, au niveau microéconomique, ce sont les résultats des entreprises et des agents économiques en général. Et au niveau de l'État, on regroupe ceci pour donner un agrégat macroéconomique.
Donc, au niveau microéconomique, l'entreprise est une entité économique qui constitue le principal instrument de production et de distribution des biens et des services. Donc c'est le seul créateur de richesse, c'est l'entreprise. Donc c'est une entité économique qui produit et qui distribue des biens et des services. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bien? Un bien, c'est un objet dont l'utilité et où la rareté lui confère, lui donne, lui attribue une valeur économique. Le stylo que vous avez, le cahier que vous avez maintenant est un bien. Un objet palpable, touchable. Mais dans l'utilité, il devient utile où sa rareté lui donne une valeur. Il a une valeur, le stylo par lequel vous écrivez, il a une valeur. Parce qu'il est utile. Le service, c'est un bien, mais qui est immatériel, qui n'est pas matériel, qui n'est pas touchable, palpable. Ce n'est pas un objet. Sa particularité est que la production et la consommation se font en même temps. Lorsque vous allez prendre le train, vous en faites un service, vous demandez un service. Donc, on vous donne le ticket et vous consommez en même temps. Vous montez dans le train. Donc, il n'y a pas un décalage entre la production et la consommation. Ils se font en même temps. Parce que vous allez faire une coupe de cheveux. Donc, la production et la consommation se font en même temps. Ils sont simultanés. L'entreprise est également une collection de biens et de services, une collection de capacités de compétences, d'équipements, d'hommes, qui permettent justement de produire des biens et des services. Donc c'est un ensemble d'actifs immobilisés, de matériel, de stock, etc. De capacité de production, qui produisent une grande quantité ou une quantité moyenne, donc de capacité, d'équipement, de machines, de capitaux également, qui permettent de financer ces actifs, ces équipements, et de compétences. Ce sont les compétences des hommes. Qui sont rassemblés au sein d'une communauté structurée. Alors, comment s'appelle cette économie structurée? C'est une organisation, qui sont rassemblés au sein d'une communauté structurée, et les liens ou l'interaction dynamique de ses membres, individuellement ou en groupe, conditionnent le fonctionnement de l'entreprise. C'est grâce à cette interactivité, à cette interaction dynamique entre ces capacités, ces équipements, les compétences, les capitaux qui donnent et qui conditionnent le fonctionnement de l'entreprise. Mais
Pour bien fonctionner, l'entreprise est une entité administrative. Et regardez ici, on revient à Fayol, la théorie administrative. C'est le commandement. Commander. Donc, c'est une entité administrative dotée d'une équipe de managers pour assurer la coordination d'un ensemble de tâches. Regardez ici, on revient toujours au management, la coordination des tâches. Il y a des personnes qui travaillent, mais comment coordonner entre l'ensemble des fonctions? C'est le management, c'est l'équipe de managers. Enfin, l'entreprise est une entité juridique autonome, dotée d'un nom et qui prend des décisions. Donc, l'autre définition ou caractéristique essentielle de l'entreprise, c'est qu'elle devient une entité juridique autonome. C'est-à-dire une entité, une personne indépendante de la personne de celui qui l'a créée. Exemple, je crée une entreprise, elle devient, je lui donne un nom, l'entreprise Alpha. Ce nom Alpha de l'entreprise, il devient une personne entière séparée de la personne qui l'a créée, de moi, par exemple. Parce qu'il devient une personne qui peut aller en justice, qui peut vendre, qui peut acheter, qui peut ouvrir un compte, etc. C'est l'entreprise, il devient une personne indépendante, autonome. Il a un nom et il prend des décisions. Toutes les décisions sont prises au nom de l'entreprise et non pas au nom de la personne qui l'a créée. Si par exemple X a créé une entreprise Alpha, donc c'est Alpha qui achète au nom de Alpha et non pas au nom de X. Et c'est elle qui va en justice, c'est elle qui a une relation avec les clients, avec ses fournisseurs. Il peut vendre, il peut acheter, il peut, etc. Donc, il peut donner des crédits, il peut recevoir des crédits des banques, etc. Donc, c'est une entité indépendante, autonome, dotée d'un nom et elle prend des décisions. Donc, on appelle un nom ou une raison sociale. Ces décisions qu'elle prend, bien sûr, elle les prend dans le cadre de la loi. Donc, c'est la loi qui contrôle les activités de l'entreprise. Par exemple, passer des contrats avec les employés pour recruter des employés, passer des contrats avec ses fournisseurs, avec ses clients, etc. Donc, ces gestionnaires ou ces équipes de managers disposent d'attributs particuliers pour pouvoir exécuter dans les meilleures conditions la fonction de gestion de l'entreprise. Donc, ces attributs particuliers sont les techniques, les connaissances qu'ils ont, les techniques qu'ils utilisent, les moyens qu'ils utilisent pour optimiser, comme nous l'avons vu tout à l'heure, optimiser les ressources de l'entreprise. Alors, pour gérer justement une entreprise, on rencontre généralement 3 types de problèmes dans la gestion de l'entreprise. Et on a vu que la gestion est définie comme l'ensemble des techniques et des méthodes utilisées pour optimiser l'emploi des ressources dans le cadre d'une politique
afin de réaliser les objectifs de l'organisation. Notre organisation maintenant, c'est l'entreprise. Mais pour améliorer l'efficacité des efforts des hommes et optimiser l'emploi des autres ressources techniques de l'entreprise, le gestionnaire doit résoudre un certain nombre de problèmes de gestion. Regardez, je souligne les problèmes de gestion, c'est-à-dire les problèmes au jour le jour, les problèmes quantitatifs. Je suis en train de souligner ça pour différer, pour faire la différence entre gestion et management. Alors, tous les problèmes de gestion que rencontre une entreprise au quotidien, c'est la gestion. Ces problèmes sont généralement de 3 types. Quotidiennement, le gestionnaire rencontre 3 types de problèmes. D'abord, des problèmes qu'on appelle les choix, le verbe choisir, les choix. C'est-à-dire, quels sont les problèmes que l'entreprise doit faire, ou les choix qu'elle doit faire en matière de dimension, en matière de forme juridique, en matière d'organisation. Quelle dimension elle veut prendre? Ce sont des choix. Est-ce qu'une grande dimension, une petite dimension, une petite entreprise, une moyenne entreprise, une très petite entreprise? Donc, les dimensions. La forme juridique, il y a un problème lorsqu'on crée une entreprise. Et là, on a un problème. Quel nom lui donner? Quel type de nom lui donner? Quelle raison sociale lui donner? Donc, un problème de choix. Il faut choisir, parce que chaque forme, elle a des avantages et des inconvénients. Donc, voilà le gestionnaire, le type de problème. D'organisation, un problème de choix, de manière de s'organiser. Quelle forme d'organiser? De structure, quel type de structure? Également, il faut choisir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une structure? C'est un ensemble de fonctions et de relations qui déterminent formellement les missions et les fonctions de chaque unité de l'organisation. Je répète, c'est un ensemble de fonctions et de relations qui déterminent formellement les missions et les fonctions de chaque unité de l'organisation. Donc, chaque unité, qu'est-ce qu'elle doit accomplir et les méthodes de collaboration entre les différentes unités. Ensemble de fonctions et de relations qui déterminent formellement les missions et les fonctions que chaque unité de l'organisation doit accomplir, ainsi que les modes de collaboration entre ces unités. C'est la définition de Stratégore. Donc, il y a un problème de choix. Comment choisir une forme juridique, comment choisir une organisation, comment choisir une structure, comment choisir le mode, quel mode de financement choisir, quelle répartition des activités choisir, quelle fixation de niveau et de procédure de décision choisir, le degré de délégation de pouvoir, d'organisation des circuits de communication, de traitement de l'information, donc, plusieurs choix. Donc, c'est un problème de choix. Quelle forme choisir? Donc, premier grand groupe, c'est le problème de choix. Deuxième, c'est le problème de procédure, de décision à prendre. Donc, c'est un ensemble de procédures que l'entreprise doit mettre en place et les contrôles à effectuer. En particulier, les décisions relatives à la prévision, au contrôle de la qualité, au contrôle de la production, au contrôle des coûts, au contrôle de la rentabilité. Donc, c'est un problème, le problème de décision à prendre. Troisième groupe de problèmes, c'est le problème
de procédures pour en mettre en place. Donc les décisions qu'elle doit prendre, quels sont les différents types de décisions à prendre. Ces décisions, bien sûr, sont de différentes natures. Il y a des décisions au jour le jour, hein, qui n'ont pas d'importance routinière. Il y a les décisions administratives et il y a les décisions stratégiques. Et également les procédures de contrôle. Quelle procédure, quelle manière contrôler. De quelle manière contrôler. Alors, maintenant, nous reprenons toujours les différentes tâches, pour rappel, hein, les différentes tâches du manager et on va les détailler une à une. Le premier, ou la première tâche, nous allons mettre les liens entre ces différentes tâches. Dans le cadre de ce processus, le manager planifie, il organise, puis il active pour atteindre un résultat. Ce résultat, il est contrôlé et ce contrôle peut aboutir soit à refaire la planification, soit à refaire l'activation, c'est-à-dire l'action de commander, soit à reprendre l'organisation. En fonction des résultats, on peut revenir. C'est pour ça qu'on appelle un processus qui est toujours en mouvement. Alors, prenons d'abord, commençons par la prévision ou la planification définie comme étant un processus volontariste voulu de fixation d'objectifs suivi après d'une détermination de moyens. Donc on fixe les objectifs, puis on détermine les moyens et les ressources pour atteindre ces objectifs dans le cadre d'un calendrier, d'un programme, d'un planning pour fixer les objectifs et pour fixer les étapes plutôt à franchir. Donc on appelle processus ou process en anglais qui est un enchaînement d'activités ayant pour objet de transformer des entités matières premières en produits finis. Donc le processus, c'est un ensemble d'activités corrélées qui sont en lien entre elles ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. C'est la division d'ISO 9000. Donc c'est un processus volontariste, c'est-à-dire qu'il est conforme à des intentions définies. Il est intentionnel, voulu, volontariste plutôt, c'est voulu. Donc c'est un processus qui est voulu, fixé d'une façon délibérée, qui commence par la fixation des objectifs, puis on détermine les moyens et les ressources pour atteindre des objectifs suivant un planning, un programme qui donne les étapes à atteindre. Donc le manager doit tenir compte de l'évolution prévisible de la concurrence et des besoins des consommateurs, bien sûr. Toute la prévision et la planification doivent connaître, bien sûr, d'évolution. Les concurrents, ceux qui font les mêmes produits que lui, les besoins également qui changent, il doit tenir compte de ces données. C'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure, c'est un problème de choix. Deuxième tâche, c'est l'organisation. Il doit organiser Alors l'organisation, c'est
définir les tâches à accomplir et regrouper ces tâches également et établir les liens d'autorité et de coopération et d'information également qui unissent les individus entre eux. On trouve différents types d'organisations. Il y a l'organisation par fonction. C'est pour ça qu'on est, c'est un problème de choix. Il y a plusieurs types d'organisation, des types d'organisation. On peut organiser par fonction, c'est-à-dire on regroupe les tâches selon les critères, des critères de spécialisation. C'est ce qu'on appelle la structure. Je viens de donner tout à l'heure la définition d'une structure. On peut trouver une organisation par opération, on l'appelle divisionnelle, qui permet de regrouper au sein des mêmes entités organisationnelles tous les moyens et les ressources, ainsi que les opérations pour réaliser un but. Et également, l'organisation matricielle qui combine, regroupe les organisations par fonction et par opération. Donc, si vous voulez, il regroupe les deux premières formes d'organisation. Donc, il y a plusieurs types d'organisation que nous allons étudier dans le chapitre 2. Et si on peut étudier, si vous voulez, l'évolution de comment le besoin d'organisation il change en fonction de la vie de l'entreprise. Et Greiner, il a proposé un modèle d'évolution d'organisation suivant 6 étapes que l'organisation, l'entreprise, notre cas, il évolue dans le temps et change en fonction, bien sûr, de l'évolution de la vie de l'entreprise, de la taille, de plusieurs critères, elle change. L'organisation change, évolue. Et la première phase, c'est lorsqu'on est dans la créativité, qu'on a créé une entreprise au début. Il s'agit d'une petite entreprise où le dirigeant décide seul, mais il ne peut pas suivre le développement tout seul. Lorsque l'entreprise commence à travailler, à se développer, il devient pour lui très difficile, sinon impossible, de rester seul à diriger l'entreprise. On tombe dans ce qu'on appelle une crise de direction ou de leadership, qui peut être mortelle si le manager reste seul à diriger l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit diviser les tâches. C'est ce qu'on appelle le problème de procédure que nous avons vu, les 3 grands types de problèmes que nous avons vus tout à l'heure. Le problème de procédure, il doit formaliser l'organisation, il crée une structure précise. Une structure soit par fonction, nous avons vu les 3, soit matricielle, soit divisionnelle, etc. Donc, il va affecter à chacun des tâches spécifiques. Il va diviser le travail. Tout en restant seul à décider. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? On peut tomber dans une crise d'autonomie. Une crise d'autonomie, la délégation, il va déléguer aux collaborateurs. Donc,
cette délégation va amener à plus de confusion parce qu'il y a des tâches qui vont être déléguées à plusieurs personnes, on ne sait pas qui fait quoi, et on peut tomber dans ce qu'on appelle une dilution d'autorité. Chacun va rejeter la responsabilité sur l'autre. Et on va tomber dans une crise qu'on appelle une crise de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que chacun, il y a ce qu'on appelle une dilution de responsabilité. Chacun jette la responsabilité sur l'autre. Parce que chacun ne montre pas ce qu'il fait ou il essaie de ne pas assumer la responsabilité. Il faut, par conséquent, chercher une meilleure coordination. Dans ce cas, il faut qu'il coordonne. En divisant, en déléguant, il doit coordonner. Il doit mettre en place un certain nombre de procédures formelles. Il doit développer des services spécialisés afin de renforcer les compétences des responsables. Mais ces procédures vont se transformer avec le temps, avec le développement également de l'entreprise, en routine. On va tomber dans ce qu'on appelle une crise de bureaucratie. La bureaucratie, c'est une organisation qui est caractérisée par des procédures, par la division des responsabilités, par une forte hiérarchie et des relations interpersonnelles. Ou plutôt des relations impersonnelles. Et pour remédier à cette crise de bureaucratie, il faut faire participer les individus à la prise de décision. Donc, pour éviter cette crise, il doit faire participer. Cette participation se fait dans le cadre de groupes interdisciplinaires. Ces groupes sont constitués d'équipes de projets. C'est ce qu'on appelle la collaboration. Les systèmes de contrôle sont allégés parce qu'on responsabilise plus les gens. Les procédures formelles deviennent plus allégées. Donc, il n'y a pas de bureaucratie. Mais également, on va tomber dans une crise de saturation psychologique. Par conséquent, pour éviter cette crise de saturation psychologique, le manager doit externaliser les activités de son entreprise, c'est-à-dire en mettant en place une structure en réseau. Au lieu d'intégrer toutes les activités, il peut donner certaines activités à d'autres partenaires étrangers pour la faire. Donc voilà l'organisation. Donc le manager doit évoluer, c'est ce qu'on appelle le problème des décisions à prendre. Et c'est ça le rôle du manager. C'est la prévision. Alors que le gestionnaire, c'est lui qui travaille dans le cadre de l'exécution des tâches, l'exécution plutôt au jour le jour, l'utilisation des techniques. Et ça, c'est le rôle du manager. Troisième tâche du manager, c'est la direction ou la stimulation. C'est ce qu'on appelle l'activation. Et l'activation, c'est l'action de motivation des individus. On a rappelé tout à l'heure, rappelez-vous tout à l'heure des 5 tâches du Fayol. Commander. Donc, il s'agit de diriger, de stimuler, de motiver les individus pour les inciter à atteindre les objectifs. Et il faut utiliser son pouvoir de leader, son pouvoir de chef, son pouvoir de patron, de commandant, pour donner des directives, des orientations, des ordres, des impulsions, afin d'atteindre les objectifs fixés.
Donc, il s'agit bien ici de motiver, de pousser les gens. La motivation, c'est la force qui guide le comportement de l'individu à agir. Donc, on motive. Et il s'agit également, dans le cadre de l'activation, le manager doit détecter les conflits potentiels, futurs, en perspective, possibles, afin de les résoudre avant qu'il ne soit trop tard. Il faut prévoir ces conflits. Il ne faut pas attendre qu'ils se déclenchent pour les résoudre. Il faut les prévoir. C'est ça le rôle, parmi le rôle du manager, c'est d'anticiper. L'anticipation, on l'a vu tout à l'heure. L'anticipation, c'est le rôle du manager. Anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent, avant qu'ils ne se déclenchent, avant qu'ils ne dégénèrent. Donc, user de son pouvoir de leader. Un leader, c'est une personne qui a la capacité à mener, à conduire d'autres individus. Et également d'adopter un style de valeur et un style de commandement en fonction du système de valeurs, de l'attitude du dirigé et du contrôle dans lequel le commandement va s'exercer. Donc, détecter les conflits d'abord potentiels. Pour détecter ces conflits, le manager doit rassembler les parties en conflit pour réduire le risque d'incompréhension, le risque de malentendu. Donc, avant que les problèmes ne dégénèrent. Et il faut peut-être procéder à une séparation physique des parties en conflit. Ceci avant. C'est la prévention. Et l'adoption du style de commandement se fait en fonction du style de valeur des dirigés, c'est-à-dire des collaborateurs. Car le manager doit adopter un style autoritaire, par exemple, qui ne laisse aucune place ou peu de place à l'initiative ou à l'autonomie si les individus sont paresseux, incapables d'initiative et motivés par les seules récompenses matérielles. Au contraire, il peut adopter un style participatif si les individus sont travailleurs, sont consciencieux et contribuent au succès de l'organisation. Donc, en fonction de leur système de valeurs. Il faut également adopter un style de commandement en fonction de l'attente du dirigé, du collaborateur. Il peut adopter soit un style directif, lorsque l'individu aime exécuter strictement les instructions, il devient un manager adversiste, ou au contraire, adopter un mode participatif lorsque le subordonné aime prendre des initiatives. Il devient ici un manager risk-taker. Donc, selon ce que le dirigé attend. Il peut adopter également un style de commandement selon le contexte dans lequel le commandement va s'exercer. Exemple, s'il y a une urgence d'un problème, s'il y a un problème d'entreprise qui est urgent, une commande par exemple urgente à exécuter, peut amener le dirigeant à prendre une décision rapide et unilatérale pour gagner du temps. Pas du style participatif parce qu'il est pris par le temps, lui. Même s'il adopte un style participatif par ailleurs, il est
il est ouvert, c'est un manager risk taker, mais il peut arriver dans l'entreprise qu'il y a des choses urgentes. Dans ce cas, il peut déroger à son style participatif en prenant un style autoritaire, parce qu'il a un problème urgent à résoudre. Vous voyez, donc selon le contexte. Alors, il doit adopter certains pouvoirs, prendre un pouvoir ou contrôler. Et le pouvoir, il y a plusieurs types de pouvoirs. Il y a pour ce qu'on appelle le pouvoir de récompense, que le leader peut accorder ou retirer, donc récompense, augmentation de salaire, c'est un moyen d'exercice de pouvoir. Accorder des primes, accorder une voiture, un appartement, un logement de fonction, par exemple, c'est ce qu'on appelle une récompense pécuniaire. Hein. Le pouvoir, c'est ce qu'on appelle, c'est un pouvoir de récompense. Il y a le pouvoir normatif ou de manipulation qui repose sur des récompenses symboliques qui ne sont pas matérielles. Par exemple, la reconnaissance, les symboles, les estimes, les félicitations, les encouragements, etc. sont des pouvoirs symboliques. Il y a le pouvoir de coercition, sur le recours aux sanctions, à la crainte. Il y a le pouvoir subtil, comme la reconnaissance implicite par un individu du pouvoir de l'autre. Par exemple, on reconnaît le respect pour une personne. On reconnaît que c'est le responsable, etc. Un enfant, par exemple, il reconnaît, le père, il a un pouvoir subtil sur son enfant. Et également le pouvoir de référence, c'est-à-dire accepter de subir une influence en contrepartie d'une identification à celui qui l'exerce. Hein? Par exemple, un chaouche, hein, ou un subordonné peut accepter, tolérer le pouvoir de son chef, pourvu qu'on dit c'est le collaborateur de telle personne. Un secrétaire peut accepter le pouvoir, ou un secrétaire peut accepter le pouvoir de son chef pour qu'on dise que c'est le secrétaire de telle personne. Et il tire son pouvoir justement de cette relation hiérarchique, parce qu'il se compare et s'identifie à son chef. On dit par exemple, c'est le secrétaire du directeur, donc il a un pouvoir. Hein. Rien parce que c'est un secrétaire du directeur. Il y a le pouvoir d'expertise, c'est-à-dire de détenir une information, le fait de détenir une information, le fait de maîtriser une machine, le fait de maîtriser une technologie confère à la personne un pouvoir d'expertise. Et il y a enfin le pouvoir organisationnel ou pouvoir d'autorité, c'est le pouvoir légitime reconnu par tous. Il s'exerce par le biais de normes, de règles, de procédures. Alors, il y a une différence entre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, c'est le fait de forcer l'obéissance, d'obliger quelqu'un à faire
quelque chose malgré lui. C'est le fait d'obliger quelqu'un à faire un travail, par exemple, alors qu'il ne veut pas, si on lui donne la liberté de choisir, il ne va pas le faire. Mais on l'oblige à le faire malgré lui. Alors que donc le pouvoir est la faculté d'un individu ou d'un groupe d'individus de faire à d'autres quelque chose qu'ils n'auraient pas fait de leur propre initiative. Autrement dit, c'est la capacité d'imposer sa volonté aux autres. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Alors que l'autorité, c'est le droit de commander. L'autorité, c'est qu'on accepte, le fait d'accepter l'ordre, de respecter, d'exécuter les ordres de quelqu'un parce qu'il y va de l'intérêt de l'organisation de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'autorité. C'est le droit de commander, c'est le fait d'accepter volontairement des ordres. Alors que le pouvoir, c'est le fait de forcer quelqu'un, malgré lui. Le troisième ou la quatrième tâche du manager, c'est le contrôle. Alors, le contrôle, c'est le processus qui vise à assurer que les résultats atteints sont conformes aux objectifs fixés. Nous l'avons vu, la dernière tâche du manager. Donc, c'est à la fois un processus actif et réactif. Il est actif dans la mesure où des actions de correction sont prises avant même que les conséquences de certaines décisions puissent se faire sentir. Il est actif, donc on corrige. Et réactif lorsque les résultats sont connus et deviennent définitifs et que la correction ne peut porter que sur de nouvelles opérations. Alors je m'explique. Lorsque un manager fixe l'augmentation des ventes pour une année, pour une entreprise à 20%, à la fin de l'année, par exemple 2021. Il faut augmenter le chiffre d'affaires, le montant des ventes de 20%. Dans ce cas, le manager, lui, ou plutôt le manager, il a fixé à 20%, le gestionnaire, lui, il va prendre ce qu'on appelle des objectifs partiels. Le premier trimestre, 5%. Deuxième trimestre, il va atteindre 10%. Troisième trimestre, il doit atteindre 15%. Et le quatrième trimestre, il va atteindre les 20%. Maintenant, il va contrôler à la fin du premier trimestre. Est-ce qu'il a atteint les 5% ou pas? Pardon. S'il a atteint 4, il va dire, je dois récupérer, je vais prendre une décision pour rectifier, pour que le deuxième trimestre, au lieu d'atteindre 10, je dois atteindre combien? 11. Parce qu'il a déjà perdu 1% le premier trimestre. Si le deuxième trimestre, il n'a atteint que 10, donc il lui reste toujours 1. Le troisième trimestre, il doit attendre au lieu de 15, 16, et ainsi de suite. Donc, il doit prendre une décision de correction. Maintenant, s'il y a un problème général et on n'a pas atteint les 20% à la fin de l'année, un fait exceptionnel, une force majeure, il y a plusieurs problèmes de contraintes. Donc, on doit réagir, corriger l'année prochaine. C'est ce qu'on appelle le contrôle. C'est un processus. Et le contrôle, il est actif et réactif. C'est un processus actif pour prendre des mesures de correction avant que les conséquences de la décision
apparaissent, c'est ce que je viens d'expliquer, et les réactifs, c'est-à-dire après l'apparition des conséquences de la décision, on corrige des nouvelles opérations pour l'année prochaine. Alors, ce processus de contrôle commence toujours par la sélection de standards, c'est-à-dire la fixation d'un niveau. Par exemple, on fixe le chiffre d'affaires à 10 millions, voilà, un standard, c'est l'objectif. On va comparer entre les résultats observés et le standard, c'est le contrôle. Donc, on va comparer le résultat atteint et avec le standard. Si on atteint par exemple un résultat de 9 millions au lieu de 10 millions qu'on a prévu. Donc voilà, on va faire une comparaison entre le standard qui est 10 millions et le résultat qui est atteint, 9 millions par exemple. Et bien sûr, on va faire des actions correctives à mettre en œuvre pour que le résultat concorde avec l'objectif fixé. Soit pour ramener le résultat au niveau de l'objectif désiré, c'est-à-dire au lieu, il faut augmenter, faire en sorte de corriger pour augmenter les 9 millions pour atteindre les 10 millions de chiffre d'affaires, ou à défaut réviser l'objectif. Peut-être que les 10 millions qu'on a fixés sont trop prétentieuses. Prétentieux. On a surestimé la capacité. Donc on peut soit augmenter le résultat pour atteindre le standard, on va renforcer les effectifs de vente, etc., pour atteindre les 10 millions, soit réviser le chiffre d'affaires à la baisse. Au lieu de 10 millions, on dit que c'est trop. Et cette action corrective s'exerce sur les variables contrôlables. Et c'est pour cela que, comme ça, donc on fixe, si on peut schématiser tout ça, on fixe le standard, exemple, on fixe ce qu'on appelle les variables. Hein. Le standard, il est de 10 millions, c'est l'objectif. Et on va commencer à travailler grâce aux variables, c'est-à-dire les variables contrôlables sont les matières premières, etc., les équipements, ce qu'on appelle des variables contrôlables. Puis les opérations, et puis on atteint un résultat, on réalise. Ce résultat, on va le comparer avec qui? Avec quoi? Avec le standard. S'il y a un écart ou un gap, on va opérer des actions correctives, soit sur les variables standards. Est-ce que le chiffre d'affaires a été surestimé? Est-ce qu'on a pas de problème, on a un problème de matières premières? On a un problème d'équipement à acheter de nouveaux équipements, à agrandir la capacité de production, ce qu'on appelle les variables. Soit, plutôt, donc, on peut donc agir sur les variables pour corriger toutes les anomalies que nous avons trouvées à travers le contrôle. Donc voilà, en guise d'introduction, ce qu'on peut dire sur les tâches de manager et le rôle que joue un manager dans le pilotage, dans la conduite d'une entreprise ou d'une organisation en général. Alors, en guise de bibliographie, je peux vous
à titre indicatif, l'ouvrage d'Henri Fayol, Administration générale et industrielle, l'ouvrage de Bruno Henriet, Leadership et Management. Vous pouvez également, un autre ouvrage sur le management de Tietar, que vous trouvez dans la collection Que sais-je. Il y a l'ouvrage de Rachid Lemrabt, Les clés de la gestion. Ça vous donne également, vous pouvez développer vos connaissances. Vous pouvez également revoir ce cours dans le lien de ma chaîne YouTube, sur YouTube. Voilà le lien. Vous trouvez tous les enregistrés sur vidéo, cette introduction et tous les chapitres. Vous pouvez également entrer en lien sur la plateforme de l'université, la plateforme Moodle, selon ce lien où vous trouvez en forme PDF, les cours de tous les chapitres.